Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Gask Insight. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir accueillir Philippe Boudard de la société Kestit. Philippe, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à toutes et J'espère bonjour à tous. j'espère que vous allez bien. Très bien, et vous-même? Eh bien, écoutez, en pleine forme avec le retour du beau temps, ça fait C'est vrai. plaisir. Aujourd'hui, vous venez pour pouvoir aborder un thème qu'on n'avait pas encore fait, à savoir l'évolution du marché de la performance applicative des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. On va avoir beaucoup de choses à voir. Mais avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas? Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc moi, je suis Philippe Boudard, je suis actuellement dans la société Kestit, pour laquelle je travaille en tant que responsable du département performance applicative et sécurité. Et j'ai un parcours depuis une vingtaine d'années autour du sujet justement et des sujets de performance applicative, tout ce qui tourne autour de ça, les tests de charge, le monitoring, l'APM, etc. Puisque après une première expérience autour de la gestion de projet pendant quelques années, j'ai cofondé une société de services qui s'appelait, puisqu'elle n'existe plus, Scope Team, et dont l'idée était justement, dans les années 2000-2001, de proposer à nos clients du service autour des tests de charge à l'époque, des tests de charge et des tests de performance. Voilà, donc la société a vécu pas mal d'années jusqu'à ce qu'elle soit vendue à un groupe, Altersys. Donc elle est devenue à ce moment-là Altersys Performance. Et j'ai continué à être responsable d'une business unit autour des tests de performance pendant toutes ces années, avec une activité qui s'est développée en même temps que le marché, puisque ça va être notre thème aujourd'hui, jusqu'à ce que je quitte Altersys Performance en 2020 pour partir sur une nouvelle aventure et puis développer maintenant chez Kestit cette activité en tant qu'un responsable de département. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Philippe pour cette présentation. Donc là, on a un petit peu le schéma global aujourd'hui de notre sujet. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu plus justement au début et comment vous en êtes arrivé au test de performance? Oui, très bien, ouais, c'est intéressant. Donc, l'idée, hein, c'est en effet de parcourir cette vingtaine d'années avec ma vision, et puis de voir un peu comment ont évolué les organisations, donc la façon dont les clients ont abordé le sujet, les outils également, puisque pour faire du test de performance, on s'appuie obligatoirement sur un outillage, et puis aussi les compétences, puisqu'en tant que société de service, évidemment, ce sont les compétences qui font que la société de service puisse se développer et évoluer. Donc dans les années 2000, le test de charge était un peu à ses balbutiements. On partait d'une époque où on sortait quand même, depuis quelques années, des mainframes et des GECOS, et puis on allait de plus en plus vers des applications qui étaient à l'époque propriétaires, client-serveur. Donc on faisait des tests de charge pour prévoir les tests de performance et les temps de réponse pardon, qu'auront les utilisateurs à travers des outils qui, à l'époque, étaient des outils de type Load Runner, de Mercury, ou des outils de type Rational d'IBM. Et on était positionné ce qu'on appelle en bout en bout. On se positionnait en tant qu'utilisateur final et en injectant de la charge, on mesurait les temps de réponse qu'on avait sur les applications qu'on allait délivrer à nos utilisateurs. Donc là, on est sur les années 2000, 2005. Et puis, Mhm. entre 2005 et 2010, il y a une première évolution du marché. Je fais grosse maille dans les généralités. Les applications deviennent de plus en plus des applications web avec des postes clients qui évoluent, et puis des projets qui sont des projets en termes de méthodologie cycle en V, c'est-à-dire qu'on développe l'application, on la teste fonctionnellement, et ensuite on fait des tests de montée en charge pour vérifier que les temps de réponse que percevront les utilisateurs seront les bons. Et donc c'est en one shot, c'est pour ça qu'on appelle ça cycle en V. On a aussi des applications qui deviennent de plus en plus des applications du type e-commerce, donc avec des clients et des utilisateurs qui sont des internautes, et des clients qui proposent leurs produits justement à l'achat sur Internet. Donc, le temps de réponse et la problématique de la perception du temps de réponse par les utilisateurs devient de plus en plus importante, puisque vous le savez, quand vous allez sur un site et que vous cherchez un produit, si ça rame, comme on dit, vous avez tendance à aller à la concurrence.
Du Bien sûr. coup, voilà. Du coup, le test de charge, le test de montée en charge se démocratise et on passe d'une époque où on était sur plutôt des éditeurs qui proposaient à leurs clients des prestations de test à des clients finaux qui cherchent des sociétés de services pour réaliser leurs tests de montée en charge. Et donc, les sociétés de services, comme ScopeTeam, voilà, et d'autres, se développent et on trouve sur le marché des sociétés qui sont spécialisées sur le métier du test de charge et du test de performance, alors qu'avant, c'était plutôt les grosses sociétés de services, les Sogeti, Capgemini, et j'en passe, je ne vais pas les citer, qui avaient ou pas des prestations pour réaliser ces tests. Donc, sociétés de services D'accord. spécialisées. Et des Alors, outils qui restent des outils pour plutôt avec des gros éditeurs, on voit apparaître sur le marché dans ces années-là, en plus de Mercury, HP, on voit apparaître IBM qui développe un outil, on voit apparaître Oracle qui propose un outil, on voit apparaître Microsoft avec Visual Studio. Donc, ces gros éditeurs qui proposent plein d'autres solutions outillées se mettent aussi sur les outils de test de montée en charge. d'accord. Et est-ce qu'on pourrait rapidement revenir sur du coup Scope Team et expliquer un petit peu le modèle de cette SS2I? Alors, donc ScopeTeam, en fait, son modèle, c'était proposer à des clients, à nos clients, une solution pour réaliser les tests de montée en charge avec des compétences qui étaient spécialisées autour à la fois de la méthodologie pour réaliser les tests de performance et également autour de l'outillage, que ce soit l'outillage d'injection de charge et l'outillage de mesure des métriques pour corréler dans le temps, en fait, les temps de réponse qui sont obtenus et qui peut éventuellement se dégradent avec ce qui se passe sur les machines. Puisque mécaniquement, lorsque les temps de réponse se dégradent, ça veut dire que quelque part, un composant technique s'engorge. Et ce composant dégrade les temps de réponse. Mmh. Donc cette société de service est montée jusqu'à 20-25 consultants, je dirais dans ses plus belles années, dans les années 2010-2012. Et les consultants étaient formés à des méthodologies pour réaliser les tests et aux outils qui permettent de réaliser ces tests. Et donc la différence avec les grosses ESN, qui sont des généralistes, c'est que ces ESN proposent des consultants qui font du développement, qui font du support, qui font le métier d'ingénieur système, de DBA, etc. Alors que nous proposions des consultants qui étaient vraiment spécialisés sur ces métiers-là, et nous n'avions pas d'autre activité que la réalisation pour nos clients des tests de charge et des tests de performance. D'accord. Et donc vous avez connu justement cette évolution de marché, puisqu'entre, en effet, le début des années 2000 et puis, l'explosion, aux alentours des années 2010 avec tout ce qui est, application, vous avez vu un petit peu toute l'historique, du marché? Exactement. Donc là, on est en 2010, on est sur un marché donc, pour des applications de plus en plus web et arrive sur le marché une évolution importante pour nous notamment, pour tout ce qui est test, mais pour les tests de performance également du marché, qui est l'agilité. Alors, la méthode agile, elle date plutôt des années 2001-2002, mais bah, pour que ça arrive sur les clients et notamment sur les grands comptes, ça met toujours un certain temps. Et donc là, sur les projets, on a une évolution de la méthodologie, puisque en fait, on passe d'une application qui est développée en mode cycle en V, donc avec les tests de performance qui sont à la fin, avant la mise en production, à des applications qui sont délivrées petit à petit, en mode sprint, en mode module, et des tests qui se font au fil de l'eau en mode continu. Donc les tests de performance vont s'adapter à cette nouvelle méthodologie et se réaliser de plus en plus au fil de livraison de modules, d'API d'interface, de web services, parce qu'à cette époque-là, on a également les web services qui arrivent dans les applications. Et donc, le modèle bascule un peu. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que chez nos clients, avant 2010, voilà, pour faire général, on avait des cellules de tests de performance qui étaient dédiées aux tests de performance et qui étaient des personnes qui travaillaient ni avec le développeur, ni avec la production. On se rend compte qu'à partir des années 2010, chez nos clients, les équipes de tests de performance deviennent mixtes, c'est-à-dire qu'elles participent au développement et vers les années 2015 et par la suite, ces centres de services internes aux clients pour faire des tests de performance se regroupent avec les développeurs
Et on a un responsable de service qui à la fois pilote l'équipe de développement et pilote les tests de charge et la mesure de la performance applicative. Donc voilà, un basculement qui est lié en fait à l'évolution de la méthodologie qui fait que les tests de performance eux-mêmes évoluent dans ce sens-là. Et Donc on donc a ça, aussi des outils. ça peut être lié avec l'arrivée donc de l'agilité, mais également de DevOps. Exactement. Donc voilà, donc agilité, DevOps, je dirais, bon, ça arrive peut-être un tout petit peu après. Et là, dans la partie arrivée DevOps, les tests de performance, en plus de se rapprocher des équipes de développement, doivent aussi intégrer la partie Ops, la partie donc mise en production, ce qui fait qu'on va gagner en efficacité puisque les tests de performance vont se faire plus tôt, plus souvent, ils vont être un petit peu moins coûteux également pour les clients finaux et vont prendre en compte, au fur et à mesure du développement et des livraisons, les remarques et les améliorations qui vont être proposées par les tests de performance vont être prises en compte derrière lorsqu'on va construire l'infra sur lequel on va mettre l'application en prod pour les utilisateurs finaux. Donc, elle gagne aussi en efficacité par rapport aux résultats qui sont apportés par ces tests. Donc, si on regarde maintenant la partie outils, vers les années 2010, il y a d'autres outils qui apparaissent. On a un outil comme Neoload, voilà, qui petit à petit prend des parts de marché, petit à petit rentre dans les grands comptes. C'est un outil qui est un peu plus agile que les outils qu'on avait jusqu'à maintenant sur le marché à disposition. Et également, en même temps, en tout cas dans mon regard, des open source qui sont plus utilisés. Donc des outils qui sont dans une évolution qui est liée à la communauté, à des gens qui participent à son développement, qui sont des outils évidemment qui sont gratuits, qui ne sont pas aussi évolués que les outils éditeurs, mais qui permettent de faire déjà pas mal de choses, et surtout qui évoluent au fur et à mesure que les technologies évoluent. Donc on se rend compte qu'il y a une partie du marché qui va vers des open source, JMeter par exemple, Tsunami à l'époque, petit à petit, un outil comme Gatling, on en reparlera tout à l'heure, qui sont des open source, qui sont utilisés aujourd'hui par les clients finaux. Voilà. Et donc arrive avec le DevOps, et là on est plutôt sur les années 2015 et 2020, arrive avec le DevOps également l'automatisation des tests. Donc dans la chaîne de tests, on a les tests fonctionnels qui sont automatisés avant les tests de performance, et puis les tests de performance qui s'alignent un peu sur cette évolution méthodologique et qui vont également de plus en plus être automatisés. Et là, on parle de tests de performance en non-régression au fur et à mesure qu'on livre des sprints, qu'on livre des composants, qu'on livre des API. On les teste en performance, pas forcément à grosse charge, mais à petite charge, et on vérifie que la performance de ces composants est bonne, et on les intègre dans tout ce qui est automatisé. On appelle ça la chaîne CI, donc on automatise les tests de performance de la même façon qu'on automatise les tests fonctionnels et les tests de non-régression. Donc voilà, le métier du testeur de performance évolue de cette façon en même temps que le métier du test fonctionnel. Oui, donc il y a eu énormément d'évolution ces 20 dernières années, et c'est vrai que l'automatisation des tests, on en entend de plus en plus parler, ça c'est une évidence. Exact, tout à fait. Donc au niveau outils, pour faire le parallèle avec tout ce dont j'ai déjà parlé sur les outils, au niveau des outils, on marque plus encore qu'avant l'utilisation d'outils open source qui s'intègrent particulièrement bien dans le test en continu, le test de performance en continu et l'automatisation des tests au fil de l'eau, au fil de livraison des sprints. En même temps que les outils de test de montée en charge évoluent avec le marché, j'en ai beaucoup parlé, on a les outils qu'on appelle de monitoring qui permettent, comme je le disais en introduction, de corréler les temps de réponse qu'on obtient sur les applications ou sur les microservices ou sur les web services avec le comportement des machines qui permettent de délivrer en fait les applications aux utilisateurs et notamment les bons temps de réponse. Et donc, on passe d'outils qui sont simplement des outils de monitoring, donc de prise de métriques techniques sur les infrastructures, les différents composants de l'infrastructure, à des outils d'APM, Application Performance Monitoring, qui sont des outils qui remontent d'un cran et qui permettent, en plus d'avoir ces métriques techniques, d'avoir une vision métier du comportement, des temps de réponse et du comportement des systèmes.
Et cette vision métier apporte un plus à la production. Et les outils évoluent en même temps que les outils de test de montée en charge. Aujourd'hui, on a des outils du type Dynatrace, qui a une très grosse part de marché, au moins en France, mais je pense au niveau du monde, APP Dynamics, New Relics, mais également dans la mouvance vers les open source, on a des outils qui permettent de prendre des métriques et de les corréler avec les temps de réponse, qui sont des open source du type Prometheus, du type Grafana, et qui sont utilisés en même temps que les outils JMeter et Gatling sur les missions et chez nos clients. Donc on a une sorte de package open source qui permet à des clients, pas mal dans le domaine du public, de travailler avec des outils gratuits et d'avoir un ensemble d'outillage qui est assez performant et qui donne du travail aux sociétés de services, puisque le désavantage des open source, c'est qu'il faut les paramétrer, il faut les faire fonctionner ensemble. Voilà. Donc, il y a du boulot pour que ça marche bien. Tous les outils sont là, mais en termes de service, il y a pas mal à faire en paramétrage et en utilisation pour rendre des résultats et des tableaux de bord aussi efficaces que les outils éditeurs. Voilà. Donc, c'est le pendant. Vous avez des outils qui sont gratuits et qui demandent plus de travail par rapport à des outils qui sont des outils éditeurs, qui marchent de mieux en mieux, qui font de plus en plus de choses et qui ont un coût plus ou moins élevé en fonction des outils. D'accord, très bien. Voilà. Donc, le marché des années 2020, et puis aussi, surtout pour ce qu'on va approcher tout doucement de la fin, si on peut voir un petit peu en termes de perspective, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'avenir, et peut-être même une petite question bonus qui est très d'actualité, impact ou pas de l'intelligence artificielle? On peut se poser la question. Exactement. Ouais. Bonne question. Donc aujourd'hui, on passe les années 2020 et on est sur des infrastructures qui sont de plus en plus sur le cloud. Donc aujourd'hui, les clients choisissent une majorité, ou en tout cas, c'est ce vers quoi va le marché, d'héberger leur infrastructure sur le cloud, donc plus en interne. Donc peut-être de maîtriser un petit peu moins, d'où la problématique de la performance qui est encore plus prégnante. Et puis des applications qui sont de plus en plus construites sous forme de microservices, donc avec des composants qui sont petits, c'est-à-dire qui rendent un service et qui sont construits pour avoir une application qui donne des modules et une application finale sur ce modèle-là, de plus en plus de microservices. D'où des termes dont on entend parler de plus en plus souvent, qui est la dockerisation, l'utilisation de Kubernetes, et qui impacte beaucoup sur le travail des testeurs de performance. Puisqu'en fait, on a des composants qu'il faut régler, qui sont là pour rendre un service. Et l'idée, justement, c'est d'aller encore plus finement dans le réglage de la performance des composants. Donc, le métier devient encore plus technique, puisque chacun de ces composants doit être réglé de façon à ce que la mise en intégration de l'ensemble des composants fonctionne bien. Avant, on surveillait, pour faire grosse maille, le serveur de données, le serveur web, le serveur d'application, éventuellement le réseau. Aujourd'hui, on a des composants qui rendent chacun un service et qui sont multiples, et il faut surveiller l'ensemble et régler l'ensemble pour que la performance soit bonne. Donc, on est un petit peu plus technique, on est plus résilient également. Si on a un composant qui tombe, l'ensemble de l'infrastructure ne tombe pas. Et on a capacité à avoir des composants qui sont juste à la bonne taille pour rendre le service avec des bons temps de réponse aux utilisateurs finaux. Voilà. Donc le marché va vers le cloud, vers de plus en plus de microservices et vers des tests de performance qui sont de plus en plus fins et de plus en plus techniques. Et en termes de méthodologie et d'outillage, on parle maintenant d'observabilité. Donc avant, on parlait de monitoring dans les années 2010. Ensuite, on parlait d'APM dans les années 2015, 2020. Et maintenant, on parle d'observabilité. En fait, c'est une couche au-dessus de l'APM, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir la surveillance des métriques et la surveillance métier, on est en capacité avec les outils de surveiller de l'extérieur et d'anticiper les problèmes de performance qu'on pourrait avoir en production et de gérer également la partie collecte de données et exploitation des données. Donc l'observabilité nous permet
d'anticiper en production les performances les éventuels problèmes de performance qu'on pourrait avoir et la façon dont on va gérer nos données qui sont de plus en plus sur le cloud pour pouvoir avoir cette mise en production qui se passe bien. Et dans les systèmes observables, les éditeurs, pour l'instant les éditeurs, je pense qu'après les outils open source vont s'y mettre, intègrent de l'intelligence artificielle et des technologies d'auto-apprentissage. Donc c'est l'IA et l'AA qui sont dans des logiciels. Tout à l'heure, je citais Dynatrace, mais il y en a d'autres. Celui-ci est le plus connu, qui ont intégré de l'intelligence et de l'auto-apprentissage qui font que lorsqu'on utilise ces outils, les problèmes qu'on a eus une fois ont été appris par le logiciel qui lui-même ensuite va anticiper et proposer à l'être humain qui gère les logiciels et qui fait la surveillance de les corriger et d'aider à les corriger. Voilà, pour faire assez simple sur la partie intelligence artificielle qui arrive dans tout cet outillage. Donc, il va y avoir un impact quand même à ce niveau-là. Oui, il va y avoir un impact. Et d'ailleurs, j'en ai pas beaucoup parlé, mais peut-être on pourrait conclure sur cette partie-là, c'est les compétences. Les compétences, elles ont évolué avec tout ça. On a vu que les outils ont évolué, on a vu que les méthodologies ont évolué, on a vu que les demandes des clients ont évolué sur la façon dont ils organisaient les centres de compétences à l'interne. Évidemment, ils s'appuient sur des ressources que les sociétés de services leur fournissent. Et ces ressources, avant, c'est-à-dire dans les années 2010, elles avaient besoin de connaître la méthodologie et de savoir se servir des outils, de connaître un peu toutes les options, et avec l'expérience, d'être capable de proposer des préconisations d'amélioration de performance. Donc, quand même, de connaître les infras. Aujourd'hui, on a évolué vers des compétences qui, à mon avis, doivent être avec un socle de développement, notamment quand on va vers l'open source, donc des consultantes et des consultants qui sont formés au développement, qui sont capables de comprendre le Java, le JavaScript, pas forcément de développer, mais de le comprendre et de rajouter des fonctions, et des compétences également de plus en plus fortes vers les infrastructures de cloud, comment marche le cloud, les infrastructures qui gèrent tout ce qui est Docker, Kubernetes, comment ça s'agence tout ça, comment ça s'organise, comment est-ce qu'on met un injecteur sur un pod Kubernetes, et comment on gère toutes ces composants techniques, puisque vous l'avez compris, quand même, le métier devient de plus en plus technique. Il l'était déjà à la base, mais là, il devient de plus en plus. Et les compétences qu'on a aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les compétences qu'on avait hier. Et donc, les sociétés de services doivent faire attention au niveau des embauches à prendre des futurs consultants performance qui ont les bons socles et les former de plus en plus, à la fois sur les nouveaux outils, éditeurs ou open source, et de plus en plus sur ces nouvelles technologies qu'on retrouve forcément chez nos clients, et en tout cas de plus en plus chez nos clients. Donc c'est vraiment un métier d'ingénieur, encore plus qu'avant, et puis c'est un métier qui évolue, qui permet de se tenir au goût du jour en permanence au niveau des technologies, et qui donne aux consultants une vision globale du système d'information, puisqu'on parle de bases de données, de serveurs web, de composants, de microservices. Voilà. Donc j'invite les futurs ingénieurs à rejoindre ce beau métier. Eh ben, merci beaucoup. C'était un très beau mot de la fin. C'était donc Philippe Boudard de la société Questit sur l'évolution de la performance applicative et surtout du marché global. Merci beaucoup, Philippe, pour cette intervention. Merci, Eric. Et je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt pour un futur épisode des Gask Insight. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.